Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube. Si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, les BookTubes sont offerts en alternance aux 2 vendredis, en fait, en alternance entre les oracles tubes et les BookTubes. Donc, c'est une belle activité qu'on fait ensemble pour pouvoir découvrir des nouveaux livres inspirants qui peuvent nous aider dans notre cheminement personnel. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie, et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel et je suis en ligne sur plusieurs plateformes pour pouvoir vous aider à trouver des bonnes questions, à faire des belles réflexions qui apportent des belles prises de conscience pour pouvoir potentiellement changer des choses au quotidien, pour aller toujours vers plus de cohérence, plus d'alignement, pour se sentir vraiment habiter sa vie et non comme un spectateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile quand même. Donc aujourd'hui, je vous partage un livre. En fait, c'est une infirmière qui l'a écrit. Donc, ça s'appelle « Ce que la santé m'a appris » de Denise Ouellet. Parcours initiatique d'une infirmière en quête de sens. OK? Donc, comme d'habitude, je vous montre ici, j'aime beaucoup quand on a le visage de notre auteur, donc on sait à qui on a affaire. Et sur la dernière couverture, on a une petite explication, donc je vous partage ici. Pendant sa carrière comme infirmière en milieu hospitalier, en gynécologie pédiatrie, en gériatrie, en salle d'opération et à l'urgence, Denise Ouellet fut confrontée à de multiples questionnements quant à la maladie et à la guérison. Pourquoi la maladie apparaissait-elle chez une personne alors qu'une autre demeurait en parfaite santé? Pourquoi la guérison survenait-elle pour l'un et pas pour l'autre? Quel rôle chaque patient avait-il dans le recouvrement de la santé? Des questions intéressantes. Grande observatrice de l'être humain et de la vie, Denise quitta le domaine hospitalier pour œuvrer d'une autre manière auprès des gens. Elle expérimenta d'autres outils d'intervention comme la massothérapie, la relation d'aide et l'enseignement. Sa recherche constante du sens de la maladie alimentera sans cesse sa quête du sens de la vie, ce qui l'amena tout naturellement à explorer la spiritualité. À l'aube de ses 80 ans, elle nous propose un retour sur ce qu'elle a compris de toutes ces années d'observation de la vie et de la santé. Donc, c'est un très beau livre qui touche à différents éléments. Vraiment, on voit dans son parcours le côté infirmière, le côté scientifique, médical. On voit dans le parcours le questionnement sur le sens de tout ça au niveau de la spiritualité. Elle nous parle de différents outils, de différents moyens de pouvoir prévenir. La prévention, très important pour elle aussi. Donc, c'est vraiment intéressant à lire. Je vais vous partager, je me suis mis un petit post-it parce que, heureusement, comme j'aime tant, on a une table des matières dans ce livre-là. Donc, quand on a ce livre-là entre les mains, on sait de quoi ça va parler. On peut choisir de le lire ou pas. Moi, je trouve ça très aidant, une table des matières. Quand il n'y en a pas, moi, je me fie jamais à la couverture. Je me fie pas au titre du livre, je me fie pas non plus à l'explication ici, je me fie pas non plus à l'image, je me fie pas en arrière, l'explication. Moi, je me fie beaucoup à la table des matières. Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. Je veux savoir c'est quoi le squelette du livre. Donc, c'est pas tous les livres qui ont ça, mais moi, j'apprécie beaucoup quand il l'a. Donc, ici, dans notre table des matières, on a l'avant-propos, l'introduction. On a le premier chapitre, les jeunes années. Deuxième chapitre, mon expérience dans les soins infirmiers. Troisième chapitre, un vieux rêve qui se réalise. Quatrième chapitre, d'infirmière soignante à infirmière holistique. Là, ça commence. Chapitre 5, une voix avant-gardiste, j'imagine. Très bien. En fait, moi, je suis intervenante psychosociale, donc, tu sais, c'est de la psychologie, c'est des approches très, très, très définies, c'est vraiment, c'est vraiment très, comment je dirais, tu sais, études, formation continue, puis les différentes façons de faire les choses, les bonnes pratiques. Mais quand on devient, moi j'appelle ça éclectique, puis qu'on va chercher d'autres outils qui peuvent aider,
Ben, c'est ça, une voix avant-gardiste. Je m'y connais. Chapitre 6, ma compréhension de la vie, de la santé globale et de la guérison. C'est intéressant. Chapitre 7, fière d'être vivante. Chapitre 8, l'émerveillement. Et ensuite, la conclusion, l'héritage que je lègue à mes filles et à mes petits-enfants et les remerciements. Donc, un beau livre très complet. Puis ici, je veux vous partager quelques extraits pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là. Donc, on nous dit ici, l'importance que prend la guérison est étroitement liée à une participation active de la personne qui se trouve dans le processus. Il est primordial que l'être humain comprenne qu'il a plusieurs dimensions aux soins et aux moyens utilisés durant la guérison, qu'il est également important de prendre soin de sa santé mentale. À qui le dis-tu? Je me suis questionnée en dehors du cadre cartésien et scientifique déjà établi. En 1970, mes pères ne se questionnaient pas sur ces sujets et mon besoin de partage avec eux ne pouvait pas être comblé. Il faut dire qu'à cette époque, le sujet de la santé mentale était beaucoup moins abordé. Les deux aspects, celui de la santé du corps physique et celui de la santé mentale, étant traités séparément, les sujets de conversation étaient plutôt limités, mais ont pris plus d'importance avec l'évolution. J'ai vite compris que ce n'était pas dans le milieu de la médecine que je trouverais des réponses à mes questions. En 1970. Hein? On comprend ça. Je vous dirais aujourd'hui, moi j'aime ça dire que je suis une briseuse de tabou, là, dans le sens qu'on parle ouvertement de tout ce qu'on vit, de tout ce qui est tabou, parce que ça fait partie de la prévention, ça fait partie de la guérison, ça fait partie de pouvoir se décharger, de pouvoir se dire, de pouvoir nommer les choses, c'est tellement important. Donc oui, on le fait plus aujourd'hui, mais il y a encore du travail à faire. Donc je comprends que dans les années 1970, peut-être qu'elle a dû aller chercher ses réponses ailleurs. On comprend ça. Si vous avez vécu quelque chose de semblable, c'est quand même intéressant à lire ce livre-là parce qu'il fait des échos. Il fait des échos à ce que nous, on a peut-être questionné puis ce qu'on a peut-être vu à ce moment-là. Donc, on a ici, dans le chapitre 1, les jeunes années, j'étais alors âgée d'une dizaine d'années. Un jour, grand-maman s'inquiéta pour sa mère. Le bout du gros orteil de son pied droit était devenu bleuté, presque noirâtre. Inquiète, elle téléphona à un médecin et lui demanda s'il pouvait passer à la maison pour vérifier ce qui se passait avec le pied de sa mère. Les médecins allaient à la maison dans ce temps-là. J'adore ça. Le médecin est venu voir son arrière-grand-mère. Examina son orteil et l'avisa qu'elle avait une gangrène à son orteil, qu'il devait l'hospitaliser et qu'elle devait subir l'amputation de son orteil. Elle refusa catégoriquement « Tu ne vas pas enlever mon orteil ». La recommandation du médecin « Non, non, non ». Et elle lui dit qu'elle allait se guérir elle-même. « Merci d'être passée, je vais m'arranger. » Une mamie qui a du caractère. Ça, on aime ça aussi. Donc, vous voyez dans cette histoire, quand l'auteur avait à peu près 10 ans, c'est quand même un événement marquant. Où est-ce qu'elle voit sa grand-mère, son arrière-grand-mère, tous les jours faire des petits rituels, faire des petits gestes, des petites choses pour essayer de prendre soin de soi, pour essayer de se guérir, des mantras. Puis, bon, on le devine un petit peu, là, mais quand le médecin revient, il n'a plus. Il n'a plus de gangrène. Fait que c'est comme, je vous dirais, c'est des anecdotes, des histoires qu'on entend quand même, tu sais, dans certains milieux où est-ce qu'on dit, ben tu sais, ça relève du miracle, ça relève de l'inexpliqué, du mystérieux. Mais en même temps, moi, j'ai envie de vous dire, dans le cadre de cette activité Booktube, là, ce qui est important aussi, c'est de noter que quand tu es témoin de ça, quand tu as 10 ans, ça peut changer ta façon de voir les choses dans la vie, là. Donc, l'auteur, Denise, s'en va infirmière, mais elle a vu des choses, elle a vécu des choses. Puis ça vient des fois confronter, ça vient des fois valider, ça vient des fois questionner. Puis ça, je dis souvent, hein, c'est bien beau d'avoir des bonnes réponses, mais c'est bien mieux d'avoir des bonnes questions.
Une bonne question bien placée, là, ça peut changer bien des choses. Donc, un petit peu plus loin dans ce chapitre-là, elle nous dit que, parce qu'elle nous parle aussi de son grand-père, puis de différentes personnes dont elle a été témoin quand elle était plus jeune, puis elle dit « Ces femmes et ces hommes qui m'ont précédée ont façonné qui je suis. J'ai compris que notre façon de réagir, de penser et de concevoir la vie est en partie reliée à notre histoire personnelle et unique. À travers mes expériences de la vie, j'ai eu l'opportunité de regarder les modèles de vie légués par mes parents et mes grands-parents. On continue. D'en faire le tri en leur laissant ce qui leur appartenait et de prendre de leur héritage ce qui m'appartenait et me donnait des ailes. Okay? Donc, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Puis, je trouve ça beau aussi d'avoir un livre écrit par une personne de 80 ans qui nous partage ses expériences, son vécu, sa façon de voir les choses. Il y a une belle richesse dans, moi j'y crois en tout cas, dans le fait de partager, de transmettre nos connaissances aux autres générations. Donc j'adore l'idée de ce livre-là, puis je suis vraiment contente que Denise a pris le temps de l'écrire, vraiment. Donc, on a ici un élément que je trouvais intéressant aussi à vous partager parce que c'est une belle piste de réflexion pour nous aider dans notre propre réflexion personnelle. Donc, elle nous dit « L'idée d'explorer notre histoire familiale peut nous aider à mieux comprendre nos comportements. Elle nous permet de découvrir, par exemple, des comportements appris, leurs répercussions dans notre vie et nous donne l'opportunité de pouvoir les changer pour parvenir à un mieux-être. » Si nous avons besoin d'aide, des personnes spécialisées existent dans ce domaine et elles possèdent des compétences nécessaires pour nous accompagner et nous aider à libérer certains aspects de nos histoires familiales. Donc ça, il y a un bel élément de dire qu'il y a des choses qui sont innées, il y a des choses qui sont apprises, il y a des choses qu'on a vécues, qu'on a expérimentées, puis qu'on n'a pas gardées. Mais il y a des choses qu'on a expérimentées, puis qu'on a acheté, on a gardé avec nous. Puis est-ce que ces choses-là nous aident ou nous nuisent? Mais ça vaut l'effort, ça vaut le temps que ça prend pour aller explorer ça, puis aller faire l'inventaire un peu de tout ce qu'on porte en soi. Donc, je trouve ça intéressant qu'elle l'ait mentionné. Ah, au chapitre 2. Au chapitre 2, j'ai mis juste un petit post-it pour la citation que je trouve extraordinaire. C'est magnifique. Je l'écris pour l'avoir à la vue aussi, là, autour de moi. Donc, le deuxième chapitre, mon expérience dans les soins infirmiers, le proverbe basque, en fait, c'est « La maladie du corps est la guérison de l'âme ». Moi, ça me parle, ça. Je vais remettre le post-it. Je vais remettre le post-it parce que c'est quelque chose que... Wow! Moi, ça me parle. Moi, ça me parle. Vous me direz si ça vous parle aussi, là. Mais, ouais. La maladie du corps et la guérison de l'âme. Intéressant. Donc, on a ici un petit extrait. OK. Voulant soulager les gens à tout prix, je rencontrais ma propre impuissance qui me faisait voir qu'en voulant sauver l'autre, je ne l'aidais pas nécessairement et je m'épuisais de plus en plus. Ça, c'est dans le chapitre de son expérience en soins infirmiers. Donc, la notion du sauveur, l'usure de compassion, toutes les belles choses que les personnes qui sont en relation d'aide puis qui sont là pour aider les gens peuvent vivre. Donc, moi, je connais ça, les intervenants, on connaît ça, les psychologues, on connaît ça, on connaît tout ça, ces choses-là. Les infirmières aussi. Donc, à un moment donné, quand tu commences, tu veux sauver tout le monde, comme moi j'ai fait quand je travaillais à la DPJ, puis j'ai fini en burn-out, parce que tu peux pas sauver tout le monde. Donc, c'est de changer un petit peu notre façon de voir les choses, puis de vivre les choses pour avoir l'énergie d'être présent et de continuer d'aider sans s'épuiser. C'est vraiment important. Donc, Denise aussi a vécu ça comme infirmière. Donc, elle a dû prendre la décision de demander de l'aide. Merveilleux, c'est ce qu'il faut faire. Des fois, l'aidant a besoin d'être aidé. Donc, lors d'une rencontre dans mon processus de psychothérapie, l'intervenante m'a dit « Denise, est-ce que tu ressens tout l'amour que contient ton cœur et que tu diriges vers les autres? » Elle dit « Oui, pour les autres,
absolument, mais elle ne savait pas comment le faire pour elle-même. Prendre soin de soi, c'est de prendre soin des autres. Je le répète tout le temps, mais je sais que c'est comme une gymnastique mentale. Ça ne fait pas de sens pour une personne qui a un grand, grand, grand cœur, le cœur sur la main, qui veut donner, qui aime ça donner, qui aime ça aider, qui veut aider. C'est comme si c'est ça la priorité, ça prend toute la place, sauf que ton fuel, là, comment je dirais ça, ce que tu as besoin pour avoir l'énergie d'aider, ben c'est de te le donner avant, de le faire pour toi-même avant. Donc, c'est tout un apprentissage, ça. C'est tout un cheminement qu'elle a dû faire, notre belle Denise aussi. Donc, ce bout-là, vraiment intéressant à lire aussi. Ici, dans le chapitre 6, ma compréhension de la vie et de la guérison, on nous dit ici, dans notre société nord-américaine, on consent à faire nôtre le modèle présenté, celui d'entrer dans l'état de vieillesse et de vivre selon ce modèle. On apprend qu'en avançant en âge, on doit nécessairement souffrir d'une maladie quelconque, de prendre la médication et on se sent de moins en moins utile à la société parce qu'on nous envoie souvent le message d'être un fardeau qui coûte cher à cette société. On ne tient pas nécessairement compte de la participation active de la personne durant toute sa vie et on ne la considère plus comme une personne d'expérience ayant acquis de la sagesse et qui a encore son utilité dans la société. C'est vrai que généralement, on va avoir des biais, des préjugés, des croyances qui sont vraiment... C'est triste parce que c'est pas juste injuste pour les personnes aînées, mais comme Denise le dit, puis comme je vous l'ai dit tantôt, il y a tellement de richesse dans l'expérience, dans le vécu des personnes âgées, la transmission de ces connaissances-là, ça vaut tout. Faut aller connecter. Moi, je crois beaucoup. J'ai travaillé pendant 21 ans dans le milieu communautaire. Puis un des éléments que j'aimais le plus, c'était l'intergénérationnel. Moi, je mettais des enfants du primaire avec des personnes d'une résidence de personnes âgées. Je mettais des ados avec des personnes de résidence de retraite. C'était super le fun. Partageons, parlons-nous. C'était tellement important. Puis je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a quand même beaucoup d'amour dans l'intergénérationnel parce que c'est important, puis c'est une force, puis c'est une richesse. Mais en même temps, je pense que Denise a raison. Si on regarde, si on recule, là, vision macro, puis qu'on regarde la société en général, bien, c'est ça. Il y a encore du travail à faire. Ces personnes-là, toute personne a quelque chose à offrir, à faire. Peu importe l'âge que tu as, puis où tu es, puis ce que tu fais, là. Tu as quelque chose à offrir. Donc ça, c'est important d'aller l'explorer aussi. Elle nous dit ici, bien sûr, certaines personnes qui vieillissent font face à la maladie ou à certaines pertes durant leur parcours. Il n'en demeure pas moins que ces personnes ayant quelques problèmes de santé peuvent se considérer comme des personnes à part entière qui avancent en âge et qui continuent de participer à leur façon dans la société. C'est tout ce bout-là, là, moi je lisais ça, puis oui, absolument. Je suis d'accord, pas besoin d'être convaincue, moi. Je trouve ça vraiment important d'avoir cette réflexion-là. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant dans un livre comme ça parce que moi, je vous partage des livres qui peuvent avoir un lien pour nous aider dans notre cheminement personnel. Mais notre cheminement personnel, là, oui, ça a rapport avec nous, avec soi. Sauf que on ne vit pas dans une bulle. On ne vit pas sur une île déserte. Oui, tu fais du cheminement personnel unique à toi-même, sauf que tu vis sur une rue, dans une maison avec des gens, peut-être sur une rue, dans une ville, une communauté, dans une société. C'est important, la société aussi. Il faut la regarder aussi. Donc, j'aime cet aspect-là dans ce livre-là. Donc, maintenant, Denise nous partage: mon expérience dans les centres hospitaliers me permet de faire quelques constats actuels. Ça, j'aime ça.
Beaucoup de personnes veulent recevoir des soins de santé au moment où elles en ont besoin et ce, rapidement, alors que plusieurs ne prennent habituellement pas ou peu soin de leur santé. C'est correct, Denise, de chicaner les gens un peu. Je comprends. Moi, j'accompagne les gens en santé mentale, puis quand ça va pas bien, puis quand t'as pété une coche, puis que tout vient de s'écrouler, puis là, c'est la crise, puis là, j'ai besoin d'aide là, maintenant. Puis c'est correct, on est là. Moi, je suis là, les hôpitaux sont là, les infirmières sont là, on est toutes là. Mais Dieu sait qu'on aime ça, la prévention. Si on peut apprendre à prendre soin de soi, si on peut apprendre à avoir une routine de vie, une hygiène de vie qui va être bonne pour notre santé, on peut être bousculé, on peut tomber, mais on va tomber moins intensément, moins fort, moins creux, moins vite, parce qu'on va avoir cette routine-là. Donc, je comprends, Denise, de dire ça. Donc, elle nous dit aussi, j'aime ce bout-là, il faut se dire les vraies affaires. Elle dit aussi les abus de toutes sortes et la pensée magique leur disant qu'il y aura un docteur qui les sauvera au besoin ou bien une pilule qui réglera leurs problèmes de santé ne sont plus une option disponible maintenant. Il faut aller plus loin que ça. Cette façon de faire ne devrait pas être la seule option possible. Ça implique notre responsabilité individuelle, laquelle permettra par notre participation à partir le désengorgement de notre système de santé. C'est sûr que Denise est sensible à ça. Elle vient du système de santé. C'est une infirmière. OK? Donc, 2 questions magnifiques pour nous aider dans cette réflexion-là. Qu'en est-il de la prévention et de la responsabilité face à sa propre santé? Sommes-nous à attendre que la seule solution vienne de l'extérieur et nous prenne en charge? Est-ce qu'on est prêt à faire des choses nous-mêmes pour s'aider? OK. Donc, elle nous dit ici, Denise vit des émotions. Un grand nombre de personnes s'en fichent royalement. La conscience sociale, la solidarité et le partage équitable sont des valeurs qui vont bien plus loin que leur préoccupation quotidienne, celle de profiter de tout de façon égoïste et inconsciente. On voit que Denise a vécu des choses, a vécu des expériences, puis c'est pas facile, puis c'est parfait qu'elle nomme, parce que, moi, j'arrête pas de le dire, hein, ce qui est dans l'ombre, ce qui est caché, bien, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Puis il faut le nommer, puis il faut en parler, puis ça existe, ce qu'elle nous dit, Denise, ici. Donc ensuite, elle enchaîne avec la vraie ouverture du cœur, celle dont sont issues la générosité, l'ouverture à l'autre et le respect surtout, se remarque facilement chez les gens qui ont atteint cette conscience envers l'autre. Donc, à la lumière de ces observations et réflexions, n'est-il pas grandement temps de faire notre propre examen de conscience sur le concept de donner et de recevoir dans un effort personnel pour participer à un meilleur équilibre de vie dont chaque être humain pourra profiter? C'est une excellente question, Denise. J'adore ça. Donc, un livre avec beaucoup d'expérience, beaucoup de constats, beaucoup de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a vu, et de dire les choses comme elle les a vues et les a vécues. C'est important, ça. Donc, ensuite de ça, c'est mon dernier extrait que je vais vous lire. Elle nous dit « Voici quelques suggestions de pistes d'observation qui pourraient nous aider à y voir plus clair. Quelle est ma conception de la santé? Est-ce que l'absence de maladie, ou plutôt un état global qui peut déterminer plus ou moins un état de bien-être intérieur? Quels sont les actes quotidiens que je pose dans le but de favoriser cet état de santé? » C'est bon, là. Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui n'est pas un effort? Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est difficile dans ce cadre-là? Qu'est-ce que je peux changer pour améliorer mon état? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ça, c'est la motivation. C'est quoi qui me drive? C'est quoi qui est à la source de vouloir être bien et en santé? Et dernière question, quels sont les moyens que j'utilise pour prendre soin de ma santé physique, mentale, émotive, psychologique, sociale, etc., ainsi de suite. Okay? En utilisant des moyens simples, faciles et agréables, ceux-ci deviennent nos outils personnels qui nous aident à favoriser notre état de santé et pouvoir bénéficier de cet état.
Il reste mon petit post-it avec la citation que j'aime beaucoup, le proverbe. Je vais y revenir. Mais ce livre-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous mettre sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez en savoir un petit peu plus. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour pouvoir parler de bien-être, de santé mentale et de cheminement personnel à tous les jours de l'année. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous dis à la prochaine. Bye!